Je serai le président de tous les Sénégalais. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission Remue Ménage. Remue Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, tous les intellectuels. Avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue Ménage. Quelle réforme pour le code des marchés tout en respectant les procédures de transparence et d'efficacité? Quelle politique d'emploi pour le Sénégal? Pourquoi depuis l'indépendance les différentes politiques ont échoué? Pour débattre de ces questions d'actualité, Remue Ménage reçoit ce dimanche 16 mars Mohamed Ly du think tank IPOD et Alpha Amadouli, philosophe et écrivain. Remue Ménage, dimanche 10h, 11h avec Alassane Samba Diop sur la radio de toute l'actualité RFM. Dimanche 16 mars 2014, merci d'être à l'écoute de Remue Ménage, que ce soit donc Mohamed Ly, président de iPod, un club de think tank, c'est-à-dire un club de réflexion, et Alpha Amadoussi, pas Ly, Alpha Amadoussi, philosophe et écrivain, et son dernier livre s'intitule Les élections présidentielles au Sénégal de mars 2012, le triomphe de la volonté populaire. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, le débat cette semaine, c'est la réforme des codes des marchés qui a réuni aujourd'hui des intellectuels et aussi des spécialistes de la question pour voir comment réformer le code des marchés tout en respectant les règles de transparence, d'éthique et surtout de concurrence saine entre ceux-là qui sont en train de compétir, entre guillemets, de faire la compétition pour gagner des marchés. Mohamed Ly, vous avez travaillé sur ce point bien précis. Quelle réforme donc faut-il faire pour que le code des marchés soit respectueux des règles mises en place de transparence et ensuite qu'il soit efficace et efficient? Bonjour Alassane, je vous salue et j'en profite pour saluer tous nos auditeurs. Et je me fais le plaisir de participer à ce débat. Donc à travers cette émission, il faut d'abord dire le code des marchés qui est en cours est un décret. C'est important de le dire, celui 207-645 du 25 avril 2007, et qu'il a été modifié en 2010 puis abrégé. Celui en vigueur, c'est celui de 2011. Pourquoi ces précautions? C'est pour dire c'est un décret. De toutes les réformes que le président de la République a entrepris, il y a des commissions, il y a des réflexions, effectivement il faut une forte adhésion. Sur cette réforme-là, il ne dépend que de sa volonté de mettre en place un décret qui prendra en compte, depuis qu'on fait ce débat, de toutes les avancées demandées. Donc cela ne dépendra donc que de son décret et de cette volonté politique. Nous avons bien sûr travaillé sur ce sujet et sans nous cacher, nous avons fait notre travail de think tanker, c'est-à-dire aller voir la DCMP, la RMP, donc tous les membres de la commande publique. Et ce qu'il en est sorti de nos enquêtes pour faire cet article que vous avez évoqué, qui a été fait dans l'année 2013, nous nous sommes rendus compte d'abord, il faut le dire et féliciter l'administration en place et tous les gens et organes qui travaillent autour des codes, parce qu'il y a beaucoup de pollution, on ne le dit pas assez. Ils font un excellent travail. La DCMP fait son travail a priori de contrôle des marchés dans tous les ministères et toutes donc les autorités contractantes. Il y a des cellules de marché. Il faut le dire que notre pays, quand même, c'est un pays structuré, organisé, et il y a un minimum de règles qui sont respectées. Et l'ARMP aussi fait son travail donc de régulation et autres. Donc ceci dit, pour recamper le sujet, effectivement, à chaque fois qu'on dit qu'on passe d'un point à un autre, il ne faut pas qu'on perde entre les deux l'essentiel, ou que ce soit un alibi de perdre de la transparence et autres. Et de ce que nous avons compris de l'ancien, surtout gouvernement, il faut le dire, d'Abdoul-Mey, il commençait à être dit et admis dans l'opinion que les autorités empêchent de tourner en rond, ce qui n'est pas vrai, parce que ces autorités-là ont été mises ici en place et ça a été une forte demande et de la société civile et de nos partenaires au développement. Nous avons eu notre code
il est évolutible, donc on va le faire évoluer, mais faisons attention. Et ta question, elle est pertinente. Comment on peut aller à une autre version de code sans perdre d'efficacité? Et la chose qui a été la plus décriée donc dans la mise en marche, comme ils le disent aujourd'hui dans ce gouvernement, accélérer le rythme, c'est la perte de temps. Et j'ai découvert que la DCMP a fait même un séminaire et un atelier avec toutes les autorités contractantes pour proposer comment réduire les délais. C'est excellent, il faut réduire les délais. Nous nous sommes rendus compte en étudiant le processus que par exemple, on a c'est une statistique de la DCMP, 180 jours pour aller de l'émission d'une demande venant du PPM jusqu'à son exécution. C'est énorme. Et la DCMP, après donc avoir éprouvé ce code-là, a proposé des niches de réduction de jours. Ça, c'est excellent et je pense qu'il faut les suivre. Et des outils en place dans ce code qui est en cours, après les avoir étudiés, nous avons dit qu'il y a des choses qu'il faut non seulement garder, mais consolider. C'est-à-dire cette autorité qui traite a priori, une autorité comme l'ARMP qui régule, qui fait de la régularisation et qui tranche, et après des cellules au sein des ministères qui sont capables et qui ont l'expertise d'accompagner toutes les autorités contractantes à respecter le code, donc à respecter le droit. Et dans cela, quand même, il y a des choses à améliorer. La DCMP a fait un document dont j'invite tous les preneurs du débat de lire, qu'on a mis sur le site du Muscurazara www.thinktank-ipod.org. Nous avons eu donc l'amabilité de mettre leurs documents parce que nous pensons que c'est important. Au-dessus de la réduction des délais, nous avons le seuil de revue préalable sur lequel les acteurs disent qu'ils peuvent gagner du temps. 10 jours dans le code pour la DCMP, ils peuvent gagner 50%. La réduction de la période d'évaluation et d'attribution provisoire d'un marché. Voici un point aussi où on peut gagner du temps. Il y a d'autres problèmes. C'est des problèmes de ressources humaines. Nous l'avons assez dit. Et parce que moi, je connais des gens qui travaillent à la DCMP, à la RMP. Ils sont en train d'être vidés de leur expertise. Cela veut dire quoi? Nous sommes quand même dans un pays où il est légitime de vouloir avoir une bonne rémunération quand on fait ce travail aussi important qu'il faut. On les dépaisse parce que ils sont dans la fonction publique, dans les ministères, nous savons que la motivation est ce qu'elle est, et dans les agences, un agent déjà éprouvé, formé par notre État pour servir l'administration peut migrer rapidement dans le privé ou dans des agences parce qu'il reçoit automatiquement 3 fois son salaire. Et de filer en aiguille, on s'épuise et on se vide de notre expertise. Voici des choses qu'il faut prendre en compte. Parmi d'autres, le seuil de revue préalable qui doit être revu à la hausse. Mais tout ça, vous avez raison, Alassane, ça ne touche pas. La transparence qui est requise, ça donne de l'efficacité. Pour ne pas toucher à la transparence, nous avons, et là je vais répondre précisément à votre question, nous avons demandé la création d'un organe de contrôle indépendant dans le suivi des exécutions. Je pense l'avoir vu dans le décret de répartition des services après le dernier remaniement, logé au ministère du Plan. Nous voulons les voir à l'œuvre et être sûrs qu'ils prennent en charge ce côté-là. Et en dernier lieu, c'est un sujet politique, mais je pense que tous les citoyens doivent être au courant et s'en approprier, c'est l'entrée du Conseil économique et social et de l'Assemblée nationale dans le PPM. Le PPM, il faut dire aux Sénégalais, c'est quoi? Et parce que c'est une excellente chose et qui assure une transparence. Quand on vote un budget, tout ministère à l'avance sait au cours de l'année quelles sont les commandes qu'elle va passer. Et quand tu connais les commandes que tu vas passer, tu le mets dans un outil en ligne que tout citoyen peut aller voir pour dire, ah tiens, le ministère de la Santé a une commande publique de 5 milliards, voici les 5 milliards sont... Et il y a des points qui refusent le fractionnement, parce que le fractionnement autorise qu'on puisse faire des appels de marché sans appel, et le fractionnement est calculé. Donc du coup, si la transparence fait que le PPM est là, et que des commandes sont lancées et qu'on interdit le fractionnement, c'est parce qu'il y a de la transparence, on sait ce qu'on va faire. Et là, les deux seules institutions qui ne rentrent pas dans le PPM, donc dans le code, la présidence y est. On félicite le président Macky Sall. La primature y est. On félicite le gouvernement parce qu'ils ont une obligation de transparence. Nous avons bien entendu, évidemment, ce n'est pas des desiderata ou juste pour faire genre.
Les députés nous ont dit pourquoi ils n'y vont pas. Le Conseil économique et social, avec un membre du Forum civil qui y est, a demandé qu'ils y aillent. Nous leur disons, les citoyens nous ont dit, c'est pour ça que je le dis ici, il n'y a aucune raison qu'ils gèrent de l'argent public et qu'ils ne veuillent pas que les marchés et la commande publique qu'ils gèrent ne soient pas sous le sceau de la transparence. Je vais en finir là. Et leurs arguments pour dire que ceci c'est des institutions, ils ont un règlement intérieur, mais évidemment ils l'ont. Ce que nous leur demandons, c'est de faire l'effort de faire évoluer le règlement intérieur. Il ne faut pas être dogmatique et de demander au règlement de les envoyer au PPM pour que la transparence soit... Justement, Alpha Amadou, aujourd'hui, le débat qui s'était posé au Sénégal, c'est la transparence, la gestion de l'argent public. Les autorités actuelles avaient tellement décrit ceux qui étaient là par rapport à la gestion de l'argent public. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les garanties sont prises, mises en place pour éviter justement qu'on soit dans la même situation qu'on soit des commissions, que les gens vont sur des marchés publics? Voilà, je vous remercie de votre invitation. Je vous disais tantôt, c'est peut-être 2 ans après avoir avec plaisir partagé avec vous ce micro. Je retrouve notre compatriote Mohamed Ly, que je salue au passage, et vos techniciens et tous vos auditeurs. Et moi, je pose la question autrement. Moi, je me dis pourquoi un code des marchés? Parce que la question que vous avez posée, elle est capitale. Et la problématique que vous avez posée, elle est importante. Parce que si on prend en charge ce que l'expert a dit, c'est très pertinent, c'est très clair, je la remercie. Il y a un problème fondamental, Alassane. Quel est le problème? C'est que vous voulez coupler efficacité et transparence. Effectivement, si on veut être efficace, on doit fondamentalement faire vite et faire bien. Pourquoi? Parce qu'il y a une antinomie, à mon avis, entre l'agenda des citoyens et l'agenda des bailleurs de fonds. Les citoyens sont dans l'urgence. Ils doivent rapidement régler les problèmes. Or, côté de l'orthodoxie, telle que tracée par Ly, on doit suivre la procédure. Mais si on la suit, il y a un problème fondamental. L'urgence des demandes sociales, mais l'État a mauvaise posture. La raison, c'est pas le débat sur les niches des réductions, sont des débats qui sont constants. Donc, à mon niveau, j'ai le sentiment qu'on a mis les charrues avant les bœufs. Parce que le code des marchés, qu'est-ce qu'il organise? Au plan technique, le débat est réglé, comme il dit. On peut y revenir, hein? C'est des questions humaines, il faut réflexionner, il faut revoir. Mais l'élément fondamental, c'est quoi? C'est que ce code répond à quoi? Un code, c'est comme la loi. Ça reste tributaire de quoi? De l'esprit qui l'enveloppe. Et ce rapport-là, on doit s'interroger sur une chose qui est fondamentale, à savoir, mais le code des marchés pour, comme il dit, organiser la concurrence. Or, mon problème, je suis philosophe, je peux me fourvoyer, mais je me dis que on pose les conditions d'une concurrence dont le fondement est problématique. Pourquoi? Parce que la concurrence suppose quoi? Un État fort, qui met les fondamentaux, qui met les conditions macroéconomiques et qui effectivement permet le libre jeu de la concurrence. Mais ici, l'État qu'on avait, l'État colonial qu'on avait, était, comme dit Frantz Fanon, un État vassal qui travaillait pour l'impérialisme. Cet État, au long des indépendances, a fait ses preuves. Il s'est fourvoyé dans la prédation. Au lieu de le réformer en tant que tel, on l'a éliminé. Finalement, quelle est la conséquence? L'État n'a comme fonction que de s'occuper de l'administration. Maintenant, il y a un no man's land, c'est-à-dire la secteur privé qui est là. On lui a dit prenez sans donner les moyens de prendre. Pourquoi? Parce que dans les pays développés ou dans les pays pris comme modèle, l'État épaule, l'État accompagne, l'État prend fait une cause pour les entreprises pour qu'elles puissent occuper l'espace libéré. Mais aujourd'hui, pour le cas des travaux publics, le cas de l'hydraulique, les chemins de fer, personne n'est là-bas. Et qui fait le jeu maintenant? C'est les multinationales. Même quand les règles sont de la concurrence sont là, alors que les sociétés privées qui sont censées jouer le jeu ne sont pas dans les conditions pour travailler, ça pose un problème. Et ça, l'antinomie. D'ailleurs, le problème est tel qu'aujourd'hui, l'État revient sur la pointe des pieds. En quoi faisant? En proposant un partenariat privé-public. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme il dit, pour réduire la date, il faut bien une date. Mais la date telle que posée par les bailleurs de fonds n'est pas la date qui répond à l'urgence des demandes sociales. Le problème aujourd'hui, pour aller vers la transparence, le code des marchés sera traduit en langue wolof. Les collectivités locales seront là, on va leur demander d'y aller. L'expertise ne peut ne pas être là. Mais au Sénégal, il y a quand même 6 langues codifiées. Est-ce que le fait de codifier la langue en wolof ne pose pas un problème d'équité avec les autres langues? Mais clairement, le codifier qu'en wolof, je pense que c'est une décision qu'il faut revoir, qu'il ne faut pas le faire. Il ne faut pas frustrer des ethnies,
Nous n'avons eu jamais ce problème-là. Il ne faut pas créer de l'ethnicisme primaire. Quand on fait une chose, il faut être équitable. C'est un devoir de l'État. Et dans ce sens-là, vous me faites un code des marchés chez mes amis Serrera Foundiougne. Le Wolof, voilà, vous allez à Matam, donc de Tilogne à Horefondé, le Wolof, ils sont plus opérationnels, même s'ils peuvent comprendre. Ce problème, il est pris en compte. Et d'ailleurs, c'est excellent parce qu'hier, c'était une question au professeur Dieye sur la réforme des institutions quand on parle de langue nationale, qui lui a été posée. Lui, il a dit, il y a 6 langues, comme vous l'avez bien dit, mais il a dit qu'il y a 14 autres qui sont des langues pas codifiées, mais qui sont nationales. Et à partir de ce moment-là, nous nous trouvons avec une vingtaine de langues. Par contre, l'idée qui sous-basse ça, elle est excellente, c'est-à-dire nous allons vers la création d'une administration territoriale. J'ai entendu le ministre dire qu'il s'attelle à la mettre en place. Nous allons donc vers une décentralisation réelle des travaux et une départementalisation donc des travaux publics. Et effectivement, il faut accompagner ça, ça prendra du temps. Mais j'ai envie de dire à nos compatriotes, les réformes c'est excellent. Moi je l'ai dit... Comme vous l'avez dit, je suis sans étiquette politique, mais je suis capable, et j'essaie d'avoir du recul comme un historien, 10 ans, 15 ans, et de me demander qu'est-ce qui se passe dans mon pays. Ce qui se passe dans mon pays, c'est que nous avons aujourd'hui un président, quoique ses adversaires pensent de lui, qui va être un des plus grands réformistes de la République de ce pays-là. Jamais, en tout cas, moi j'ai un jeune âge, mais un président a soulevé autant de réformes, code des marchés publics, réforme institutionnelle, réforme du code des douanes, mais nous sommes et les réformes demandent du temps parce que c'est de la transformation sociale. On se trompera, on se rectifiera parce que nous sommes des humains. Mais il y a M. Si qui a soulevé des questions pertinentes et intéressantes, mais il faut faire attention à certains arguments qui peuvent nous faire glisser exactement dans le trop de lois, trop de contraintes, et après aller à l'autre extrémité qui fait de la permissivité excessive. Moi, je rappelle que c'est nos bailleurs eux-mêmes. Si vous vous rappelez du MCA, pourquoi ça avec Calais avec Maître Abdoulaye Wade? Parce que les Américains nous disent, oui, on peut vous donner, vous êtes éligible et vous avez toutes les conditions de transparence, de démocratie. Mais les 600 milliards de Diamniadio qu'on vous a promis, mais on ne vous les filera pas. Si, par exemple, c'est le lobby français qui s'installe, on ne fait pas 600 milliards pour que ça finisse à Paris. Donc, vous devez avoir un code de marché public. Par contre, M. Si soulève effectivement un problème réel. Le problème du fait que les marchés souvent sont d'une telle envergure que ce sont les multinationales qui la gagnent. Mais donc notre problème, c'est pas le code, c'est la compétitivité de nos entreprises. Peut-être il y a un problème d'argent, il y a un problème d'expertise, il y a un problème, disons, de taille critique, c'est-à-dire de crédibilité qui fasse que nous pensons que la société-ci peut faire l'autoroute Dakar-Ziguinchor en passant un tunnel sous le fleuve Gambie. Peut-être il y a Eiffage, il y a Bouygues qui sait le faire, nous ne savons pas encore le faire. Après, il y a de la sous-traitance. Mais dire, il y a une chose qui dit qu'effectivement qu'il faut des règles, et ces règles-là, moi j'en suis demandeur. Une autre chose qui dit, est-ce que les règles nous avantagent? On parle de patriotisme économique et autres, il faut les accompagner. Mais une chose est sûre, mais nous avons besoin, et dans cette mondialisation qu'on est, d'accompagner, et ça peut être un programme étatique, comment étoffer nos entreprises, comment travailler avec notre secteur privé pour qu'il soit compétitif au Sénégal. Mais bien sûr, le code de marché public nous met dans ce monde-là, mais qu'on soit compétitif au Bénin, qu'on soit compétitif, pourquoi pas à Paris, en France, parce que nous saurons faire. Et c'est ça le vrai enjeu. Et d'ailleurs, juste une parenthèse, il y a eu un article qui a fait un grand tollé, quand on a dit après le PSE, un patron français dit nos patrons sont commandeurs et n'ont pas créé de... Mais ils sont interpellés, j'ai fait un article là-dessus. Quand on leur donne tout ça, quand on leur fait un code de marché, quand on les aide à concourir, à parcourir, à être dans la transparence, et que je pense que c'est faux, mais c'est un alibi pour qu'ils viennent nous dire c'est tellement faux, mais nous avons nos chiffres, nous avons créé 14 000 emplois, nous avons fait ça. Ils ne peuvent pas se terrer, ils peuvent pas le faire. Parce qu'en plus, ils sont prompts à donner, que ce soit à la classe politique ou au quatrième institution qui est les médias. Je connais les patrons de représentation, ils passent leur temps à donner des leçons d'éthique et de morale aux gens. Quand on les interpelle à ce niveau-là, et je le répète, après mon article, il faut
qu'ils nous répondent. De 2000 à 2012, on leur a beaucoup donné en dégraissement, en fiscalité, en accompagnement, en autres. Il ne faut pas que l'argent public qui est mis en place pour qu'ils soient à l'aise et qu'ils créent des emplois, qu'on découvre que ça n'a profité qu'au capital, à la rente et donc à leur poche. C'est la grande question que beaucoup se posent aujourd'hui. Le Sénégal va chercher plus de 3 000 milliards de francs CFA au groupe consultatif, plus de 2 000 milliards en Chine, que l'argent vient au Sénégal aujourd'hui, que les multinationales gagnent ces marchés, que pratiquement l'argent qu'on a mis au Sénégal par la porte sort par la fenêtre. Oui, c'est la grande question que je pose justement à M. Ly. J'ai dit effectivement, vous avez vu le problème. On est dans des conditions, le code est nécessaire. De deux, il est même perfectible. C'est une chose humaine, je l'ai dit, je le répète, je m'accorde ce que vous avez dit. Mais le grand problème, c'est comment créer les conditions pour que nos entreprises, comme dit Alassane Sambou Diop, ne soient pas écrasées par les multinationales. Et c'est là que j'ai dit que l'État doit intervenir. En quoi faisant? En créant sa part, en prenant en charge les conditions à remplir pour que les conditions macroéconomiques, qu'on dise, oui, le cadre est là, maintenant venez compétir. Et c'est là que j'ai dit, tous les grands États, qu'on prend un exemple, que vous connaissez très bien, certainement, donc vous connaissez bien l'histoire, c'est des États qui ont été forts, qui ont permis de créer le cadre macroéconomique. Mais après, on dit, la compétition, elle est ouverte. Alors que les nôtres ne sont pas dans les conditions pour compétir. Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'affaire des multinationales. Et on se félicite. Mais est-ce qu'il ne faut pas pousser la question beaucoup plus en profondeur pour se demander qui est patron au Sénégal aujourd'hui? Qui emploie qui? Combien ils emploient? Quel est le bilan de ces patrons-là? Combien d'emplois ils ont créés depuis qu'ils ont été créés? Que pèse-t-il? Tout à fait. Non, c'est la grande question. C'est-à-dire aujourd'hui, on doit faire le bilan pour comprendre. Je poursuis ma réflexion. Je dis que on oublie souvent qu'en 1995, le ministre Pape Ousmane Sakho avait réussi, je crois, à engager 750 milliards à Paris. Il avait eu le même succès pratiquement que Macky Sall. Mais les bailleurs avaient posé leurs conditions. C'est quoi? En réalité, on investit pour le secteur productif. Évidemment, là, on est dans une croissance qu'on veut maîtriser, mais qui reste en rade les autres aspects de développement. Parce que du point de la logique des multinationales, ce qui est important, c'est quoi? C'est la croissance. Et là, on fait l'impasse sur les acteurs, on fait l'impasse sur les citoyens, et c'est ça qui crée l'antinomie entre le calendrier des bailleurs de fonds et le calendrier des citoyens électeurs. Il est évident qu'on doit en faire le bilan, et on n'en fait pas le bilan. Un dernier exemple. À l'époque, on avait fait des progrès. Je crois que sous Diouf, on avait encouragé l'opération maîtrisard. Certains ont préclité, d'autres ont tenu le bon coup. Mais ceux-là qui ont résisté contre les multinationales, ils ont eu un problème majeur. L'État s'est débiné par rapport à sa tâche fondamentale. Quel est ce problème fondamental? Mais c'est que quand ils ont récolté dans la vallée du fleuve, il y avait du riz, mais ils ne pouvaient pas exporter le riz. Donc finalement, le maîtrisard qui s'est battu, qui s'est fait homme d'affaires, qui a eu des tonnes de riz, voit que son État ne l'aide pas à écouler ce riz. Donc vous avez raison, finalement, on fait la promotion de qui? Des multinationales. Et là, le secteur privé est écrasé et n'a pas les conditions pour d'abord se relever et se consolider. Et c'est là que j'interpelle l'État. L'État a un rôle à jouer. On peut libérer l'espace carrément et dire débrouillez-vous, on les écrase. L'État doit intervenir, même en Europe. C'est ça qu'on fait. L'État intervient, booste l'économie, soutient, accompagne, épaule. Et là, les conditions sont favorables pour la concurrence. Autrement, comme vous l'avez dit, nous serons écrasés. Mais avant de le faire, M. Ly, est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui savoir qui est patron au Sénégal, qui ne l'est pas, combien paient ces patrons qui se disent aujourd'hui patronat, qu'on voit à la télévision tous les jours en disant qu'on crée de l'emploi? Est-ce que ce sont eux les vrais patrons ou pas? Mais est-ce que comme l'État a fait avec le syndicat pour qu'il y ait un vote pour pouvoir peser, savoir qui pèse quoi, il ne faudrait pas aller jusqu'à la transparence par rapport à cela? Parce que les patrons aujourd'hui qui sont transportés par l'avion présidentiel, qui ne payent pas le billet d'avion, qui vont chercher des marchés, au nom de qui ils les cherchent? Ils sont aussi utiles, je vais commencer par là parce que j'ai été assez méchant avec eux. Ils sont aussi utiles quand ils vont avec le président de la République, ils ont des... Ils doivent payer le billet d'avion, ils doivent pas transporter par ça se fait. Moi je vois dans un pays où je suis résident, que Hollande le fasse, Sarkozy en faisait trop, d'autres, Barack Obama le fait en... Mais qui est le vrai patron? Oui, mais ça... Ils ont qui derrière? Combien d'emplois ils ont créé? Ça, le Sénégal nous écoute. Il faut qu'ils répondent. Et moi, je passe à une nuance. Il y a deux patronats à la limite. Il y a un patronat institutionnel, qui est un patronat de représentation, et un patronat d'investissement. Je pense, et moi je plaide, pour
que quand le président de la République se déplace, qu'on amène le patronnement d'investissement. Quand j'ai fait ma première réflexion sur ce sujet pour aller jusqu'au fond de la réflexion, j'ai eu un grand leader d'opinion que je ne citerai pas ici, qui m'a dit que je ne savais pas ce que je disais, que c'était n'importe quoi, qui a flatté un nationalisme primaire, comme je l'ai dit dans l'article répondant à son interpellation. Ça me fait rire. Quand on parle du patronat sénégalais, on ne parle pas forcément de Sénégalais, on parle de la représentation patronale sénégalais. Et il y en a un, des patrons, que je connais très bien, qui te dit dans son patronat, le capital, il est étranger. Parce qu'ils sont représentés. Mais quand on parle du patronat sénégalais, c'est pas parce que leurs capitaux sont sénégalais. Il faut qu'on fasse très attention. Par contre, il y a des patrons qui méritent qu'on les soutienne. Ils sont sénégalais, ils donnent leur argent, ils prennent des risques. Évidemment, quand il y a des mesures... Les vrais créateurs d'emploi. Les vrais créateurs d'emploi. Mais ce n'est pas forcément ceux qui ont sur leur carte de visite président de tel patronat, qui voyagent, et en plus, ils sont souvent de très beaux costumes, ils sont sur des plateaux de télé. Et moi, j'entends des journalistes dire, mais si tout le monde était comme vous, mais je reviens juste sur l'orthodoxie des mots. Parce qu'on oublie le patronat, et ces gens-là, c'est des syndicalistes. Cela veut dire ça. Quoi, Alassane, ce que vous savez, ce qu'on va dire aux citoyens. C'est-à-dire, ils sont dans une corporation. Et dans la définition de leur rôle, ils sont dans la défense des intérêts des patrons, donc du capital et de l'employeur. Il n'a jamais été écrit nulle part et il ne le revendique jamais d'être là pour l'intérêt général. Donc il faut qu'on arrête de nous dire ce serait bien de les écouter parce que moi je ne suis pas pro-patron, il faut le dire, je suis d'ailleurs assez pro-employeur même si je suis dans le secteur privé et je suis entre guillemets moi-même patron, mais politiquement je suis de gauche, je suis très sensible à ce que l'on soit vigilant sur quand on fait un effort, parce qu'il faut le faire, ça je le dis clairement, soutenir notre patronat, il est créateur d'emplois, il est préférable qu'il le soit. Soutenir le patronat, leur donner les moyens, là où M. Si a raison et dit que il faut les aider et que l'État a ce rôle, ça, là je suis d'accord sans être un jacobin. Il faut organiser notre économie, les patrons, je pense à ces dimanches, je ne vais pas le citer, voici des exemples de réussite qu'on devrait mettre en avant dans notre pays. Ces gens-là, il faut les étoffer, il faut les aider, il faut faire le dégrèvement, mais comme dans tous les pays du monde, vous savez, je quitte Paris, le plus grand sujet aujourd'hui, c'est le mot, il est magique, la contrepartie. Quand dans un pays, sur l'argent public, l'État fait des efforts parce qu'il est convaincu que vous êtes des acteurs importants dans la création d'emplois et que pour le président, la création d'emplois est une des mesures phares de son quinquennat, il est compréhensible qu'on vous facilite la chose, mais il est aussi légitime. Une fois ceci dit et qu'on vous donne l'argent public, parce que quand on vous enlève 1% d'impôts ou de taxes ou de autres, ce qu'ils ne disent pas assez et qui coûtent des milliards, c'est peut-être 3 dispensaires qui ne sont pas construits, c'est 5 écoles. Mais a raison, parce que c'est un choix politique qui ne nous appartient pas, qui appartient à l'État. Mais à partir de ce moment qu'on fait ce choix-là, c'est-à-dire d'interdire aux uns et de leur donner, nous sommes en mesure de demander une contrepartie. Ça nous fait entrer en plein pied dans le second point de notre sujet, c'est la politique d'emploi au Sénégal aujourd'hui. Pourquoi depuis les indépendances, le Sénégal est incapable de créer de l'emploi pour sa jeunesse? Voilà, vous avez raison, parce que les trois questions. Moi, j'en reviens à ce que j'avais dit. Vous avez raison, l'État s'est débiné. Je parle d'opération maîtrisable. Demandons-nous, Alassane, combien de milliards on met dans la vallée pour dédommager des entreprises qui travaillent, étrangères souvent, alors que l'État doit régler un problème majeur. Le problème c'est quoi? C'est qu'en réalité, les citoyens ont droit au travail et à une bonne existence. Or, parce que je suis très naïf, je soumets mon idée à notre ami Lee, l'expert en la question. Moi je me dis, si on prend le génie militaire, avec toute son expertise, l'État arrive et lui donne les moyens qu'il faut. On prend tous ces jeunes qui aujourd'hui préfèrent le risque de la mort que la certitude de devoir commander, qu'on les prenne et qu'on les emploie dans les champs pour l'économie sénégalaise, ils sont preneurs. Et là, l'État crée les conditions. Effectivement, on dit, la question a été posée, pourquoi on doit tout chercher ailleurs? On a des richesses. Je ne parle même pas des mines dont on ne voit pas les retombées. Je ne parle même pas de nos ressources halieutiques. Je ne parle même pas
de l'État qui doit protéger. Et là, je dis en passant, si on prend le cas d'Ali Haïdar, qui a eu le mérite d'avoir gardé nos côtes et d'avoir arraisonné un bateau, je dis qu'il aurait dû être félicité. Parce que si nos mers sont pillées quotidiennement, normalement, ce qu'a fait Ali Haïdar ne devait pas être l'exception, ça devait être la règle. Ça n'est pas la règle. Mais je fais l'impasse sur tout cela. Je dis, mais comment un pays, mon Dieu, qui a de l'eau, qui a des têtes bien pensantes, qui a des bras valides et des terres fertiles, peut être pauvre? Là, j'en reviens à mon credo. Je dis que l'État doit impulser les grands problèmes. Il a raison. Il fait la part des choses. L'État ne peut pas être forcément jacobin. Mais l'État, dans la République tout au moins, a des devoirs qui sont essentiels. Mais aujourd'hui, on croit que les devoirs, c'est quoi? C'est des questions uniquement juridiques et civiles. Non. Et vous pensez, si vous comprenez bien, que les militaires doivent être utilisés pour aider les jeunes à cultiver la terre? C'est ce que vous dites. C'est une expertise. Je donne un exemple. J'ai eu l'exemple très intéressant. C'est celui que je connais le moins mal. Prenons l'exemple de l'université Gaston Berger, sous Mauritanie, avec l'ingénieur Meteg. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé 30 hectares. Ils ont récolté des tomates, salades de bonne qualité. Moi, je me dis, si on était inventif, si on croyait à nos capacités de créer, normalement, on aurait pu élargir cette expérience. Ça a été fait avec des militaires, c'est ça? Non, pas avec les militaires. Je dis, limite, on est expertise. Pourquoi ne pas les utiliser? Pas en faire des esclaves, mais les mettre dans des conditions idoines pour les mettre dans les conditions d'encadrement de nos jeunes. Et là, on crée donc combien d'emplois? Parce que nos jeunes, je dis, ils s'enfuient vers l'ailleurs. Alors que nos terres sont là, elles sont fertiles. Ils ne demandent qu'à être travaillées. Pourquoi on ne les travaille pas? Parce que là, je dis que l'État, c'est débile. Surtout, il y a beaucoup de militaires qui dorment dans les casernes. Ah oui, soit ils dorment, on ne sait même pas qu'ils soient à l'emploi, parce que ça veut dire qu'il y a une guerre. Ces forces juvéniles, patriotiques, il faut être inventif. On est obligé de l'être. Sinon, alors, on sera tous des commandeurs. Mais M. Ly, pourquoi il y a un échec de l'emploi dans nos pays? Depuis qu'on a commencé, le Sénégal a quand même des atouts, mais les gens ne savent pas pourquoi ça ne marche pas. On parle de 100 000 emplois, de 150 000, chaque gouvernement vient avec ses promesses, mais apparemment, les gens ne savent pas par quel bout prendre des choses. C'est une question qui me tient à cœur et qui, en plus, devrait intéresser tous les leaders, tous les politiques, tout citoyen responsable, parce que nous sommes assis nous sommes là devant une marmite qui va exploser. C'est la démographie qui le dit. C'est une question sur laquelle je me suis beaucoup investi et j'ai envie d'intervenir sur deux paliers. Le premier palier, il est un palier d'organisation étatique, de clairvoyance et de cap soutenu. Il ne faut pas qu'on se trompe. Certes, la politique de l'emploi est difficile à cerner. On le situe souvent entre les politiques macroéconomiques et les politiques sociales. Celles-ci qui ne s'adressent même pas aux individus, aux familles, indépendamment de leur activité professionnelle. Mais cela veut dire quoi? Il faut qu'on ait une politique d'emploi d'abord. Nous avons un ministre de l'Emploi, j'en suis convaincu. Tout le monde sait que la politique économique est décidée donc au ministère des Finances. Et cette politique économique, elle prend en charge la croissance. Monsieur Sy a eu bien raison de parler des mines. Une croissance, par exemple, pour ne donner que cet exemple, basée sur les mines, n'est pas forcément une croissance porteuse d'emploi. Donc il nous faut une croissance porteuse d'emploi. Quand on dit ça et qu'on s'occupe de ça, on parle de politique macroéconomique. J'ai envie de dire ça, je le mets de côté. Après, il faut qu'on parle de politique d'emploi. Mon ami Benoît Sambou, je n'ai pas envie de lui donner une pique. Moi, je n'en connais pas de politique d'emploi mise en œuvre. Parce que j'ai vécu dans des pays où il y a des politiques d'emploi qui s'articulent sur deux grands axes. Des mesures ciblées destinées à des catégories de population actives. Ça peut être des chômeurs de longue durée, voir comment les réinsérer. Les jeunes non qualifiés, comment les faire de formation. Des pertes d'emploi, voire des accompagnements à la formation ciblée. Des emplois aidés, de l'accompagnement. Des restructurations, ça arrive. On a formé ce tuba. C'est des gens qui connaissent le textile, comment les reprendre, appeler à la reprise. C'est ce que Montebourg aujourd'hui fait en France. Moi, je ne vois pas de politique d'emploi. Je suis désolé de le dire. Une fois de ceci dit, il y a un autre pan d'une politique d'emploi, c'est-à-dire des mesures générales, l'allègement de cotisations sociales, réduction de temps de travail. Je vois des gens parler du volume de travail. On peut dire on a 4 volumes de travail. On dit écoutez, nous sommes dans un pays pour faire manger plus de familles. Ces 4 de volume de travail seront 6 travail qualifiés. Ça veut dire 6 familles qu'on fait vivre. Ben oui, on fait du partage de travail. C'est des mécanismes, c'est des théories de politique d'emploi que je ne vois pas utilisées dans ce pays-là. Et moi, de la politique d'emploi, je veux en voir. Ceci dit,
Ceci dit, on peut parler aussi des politiques ciblées, ça peut être quoi et comment démontrer qu'on a fait de l'emploi marchand aidé, non marchand aidé, de la formation professionnelle. Donc, le ministre de l'Emploi doit être un ministère transversal, quelqu'un qui va voir donc M. Talla Tchoux pour lui dire, bah écoutez, j'ai une masse critique telle de travailleurs qui vont être dépassés, qui doivent être reformés, de telle restructuration. Il faut qu'on sente ça dans ce pays-là. Et après, il y a la cessation anticipée d'activité. Il y a des gens par maladie, par âge ou autre, ne peuvent pas continuer. Il y a énormément de solutions et les enfants de ce pays sont dans des pays où viennent des endroits où cela a été testé, cela a été éprouvé et ça a donné des résultats. Ça, c'était le côté théorique. Maintenant, je vais rentrer dans le côté politique. Votre question, elle est précise. Alassane, je vais dire comme je le pense. La commande publique était de 840 milliards en 2009. Elle est passée de 1200 milliards. C'est la commande publique. Rien que la commande publique devrait régler le problème de l'emploi dans ce pays-là. Si, comme vous l'avez dit tout de suite, ça a été bien utilisé. Qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu la neige, nous avons eu la FNPJ. Nous avons eu des politiques. Je n'ai rien contre Wade et son pouvoir parce qu'on les a fait partir en républicains. Ils sont partis, mais ça gérait des intérêts politiciens. Il n'y a pas eu de démocratisation de la gestion de l'emploi. Parce qu'on pensait à ses copains, on finançait des gens de son cas. Il n'y a pas eu d'encadrement nécessaire. Mais il y a eu d'autres problèmes aussi qu'il faut dire. Le gouvernement doit aller vers des niches de regroupement viables. Nous avons d'excellents experts, mais ils sont parcellaires. Il faut les mettre de côté, qu'ils puissent gagner des marchés, d'accompagnement, de gestion, dans la départementalisation. Il y a l'agriculture, l'agro-business. On peut créer de l'emploi là-dedans, mais il faut les organiser. Le régime socialiste, et ça je l'avais gardé, il avait testé les boulangeries, etc. Tout n'a pas été bien fait. Il faut capitaliser sur cette expérience et ne pas reprendre donc certains travers. Tout cela pour dire quoi? Aujourd'hui, nous avons dans le PSE une ambition affichée pour l'agriculture. On a l'ANPEJ. Il faut que la BNDE, le FONSIS, le FONGIP, la Caisse des dépôts, que ces gens-là puissent travailler ensemble, qu'ils ne soient pas cloisonnés, qu'on sache qu'ils travaillent tous pour une politique qui est une politique du chef d'État et qui veut booster ce secteur-là, qu'on mette de la cohérence, transparence, mais surtout du suivi. Et je propose qu'on mette en place un centre national d'orientation et de promotion en un point au nouveau ministère créé ou à l'ANPEJ pour qu'on ait une structure nationale au-dessus de tout qui pousse. Et dernier point qu'on devrait prendre en compte, c'est-à-dire il y a eu des problèmes de mimétisme. Dans ce pays, les ateliers de couture, ça marche. Dans toutes les familles, il y a quelqu'un qui a un projet d'atelier de couture. Quand c'était les télécentres, tout le monde. Il faut éviter le mimétisme, faire de la formation, les orienter. Nous avons d'excellentes niches et je vais vous redonner la parole. Moi, j'ai écrit un article où je prouve comment, dans ce pays, nous pouvons créer 5000 emplois dans l'offshoring. Je suis un chef de projet dans le CAC 40. J'ai fait de l'offshoring, j'ai travaillé avec des Indiens et autres. Et j'ai fait un document scientifique qui montre le Dakar avec tous ces critères et ces points positifs, comment si nous faisons une plateforme d'offshoring, nous créons, et c'est pas 500 emplois de téléphonie, je n'ai rien contre la téléphonie, c'est des gens qui ont trouvé du boulot pour ça, PCCI, tout ça, c'est bien. Moi, je parle d'emplois qualifiés, d'ingénieurs, de cadres qu'on a formés, comment gagner, surtout sur le marché francophone, 5000 emplois en 4 ans dans l'offshoring. C'est une chose que je sais faire, que je fais depuis des dizaines d'années, à haut niveau dans une place parisienne qui est la 5e du monde. Mon article, il est public, je l'ai donné et je pense tout ça, c'est pour participer au débat et dire à mon pays, il y a des niches, il y a des solutions, il faut y aller parce que cette jeunesse, elle est méritante et elle mérite qu'on lui trouve du boulot. Et pour le patronat, pour finir, il faut qu'il se bouge des stages, il faut qu'ils en donnent aux jeunes qui sortent d'école parce que ça participe à l'employabilité de nos jeunes et quand tu travailles sur l'employabilité de nos jeunes, tu travailles sur le professionnalisme, tu travailles sur une économie performante. Oui, aujourd'hui par rapport à cela, le nouveau pouvoir quand il est venu, on nous a annoncé à grande pompe la mise en place de FONSIS, de FONGIP, 2 ans, bientôt, plus de 3 ans. On ne voit rien bouger par rapport à cela. Où sont les emplois qui ont été promis aux jeunes Sénégalais? Voilà, je vous remercie de me permettre de relancer le débat. Je crois que ce que vous avez dit, M. Lee, c'est très pertinent. Merci. On doit aussi être optimiste. Mais il faut intégrer dans la perspective de Alassane Sambou Diop. Évidemment, il y a eu pas mal de réformes, hein. Il faut les encourager quand elles ont lieu. Mais à mon avis, il y a une chose par rapport à qu'il faut rompre et qui perdure. C'est
la question politique. Le nouveau pouvoir, à mon niveau, n'a pas rompu à ce niveau-là. Vous voulez des hommes neufs, vous voulez de l'emploi, vous avez beaucoup de manne financière qui est là. Il y a le problème fondamental de savoir dans quelles conditions on nous a prêté l'argent, quel est le taux d'endettement, et qu'est-ce qu'on va faire pour les autres générations qui doivent rembourser ça. Mais mieux que cela, dans les ici et maintenant, vous avez pas du choix des hommes. Il n'y a pas eu de changement. Quand je prends quelqu'un, Alassane Samba Diop, je lui confie une société nationale, et je lui dis en même temps, vous devez élargir votre base. Il va faire quoi? Il prend l'argent du peuple pour en tenir sa base politique. Acheter des ordonnances, les gens religieux ils donnent de l'argent, ils donnent de l'argent pour les baptêmes. Donc dans les conditions même où le climat dans lequel l'homme politique baigne, le pays dispose à être un prédateur. Et là, je crois que pour s'en convaincre, il faut peut-être réitérer le propos de Iba Der Thiam, quand il dit que si on se mettait à s'interroger sur l'origine des biens de beaucoup de Sénégalais qui ont été syndicalistes, politiciens, 95% d'entre eux l'auraient acquis dans l'illégalité. C'est très parlant, Alassane Samba Diop. Donc c'est bon d'avoir des réformes, mais aussi le choix politique est là. Et les gens sont là, émus par des préoccupations purement pécuniaires. Et de ce point de vue, évidemment, les politiques les plus généreuses, les plus optimistes sont bloqués. Et il me semble, M. Lee, qu'il faut intégrer ce bloc d'étranglement qui me semble important et qui me poursuit depuis les indépendances. Ça avait combattu quoi, les 10%? Qu'est-ce qu'a combattu effectivement l'argent illicite avec Abdou Diouf? Les audits avec qui? Avec Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, le même mal est là, même s'il est désigné autrement, traque des biens mal acquis. Donc je crois que ces questions, elles sont importantes pour 3 raisons. Quand on traque les biens, on donne le sentiment que la justice est là. De 2, évidemment, on rapporte nos sous. Troisièmement aussi, on dit attention à la classe politique actuelle, regardez ce que vous faites bien. Parce que demain, quand il y aura alternance, tout ce qu'on dilapide, les faut rendre compte. Mais les choses telles qu'elles se mènent actuellement, tout se passe comme si on leur dit oui, volez, mais attention. En volant, veillez à ce que quand vous retournerez de l'argent, vous serez comme assez liquide pour connaître votre belle vie. Ça pose des problèmes éthiques et de bonne gouvernance à mon niveau. Cette question bien précise justement. Aujourd'hui, monsieur Si, on a parlé de ce problème de traque de biens mal acquis, de cet argent qui est emprunté aux Sénégalais parce qu'on ne sait pas encore le taux d'endettement du plan Sénégal émergent, combien ça va nous coûter en combien d'années. La transparence sur la question n'a pas été encore complètement mise à plat pour que les gens puissent comprendre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui justement par rapport à l'emploi des jeunes au Sénégal? Le débat a été posé depuis longtemps, mais on n'arrive pas à s'en sortir. Chacun vient, promet des emplois aux jeunes, mais le problème qui se pose fondamentalement dans ce pays, c'est la mise en œuvre, c'est l'action qui n'arrive pas. On parle beaucoup au Sénégal, on décide beaucoup, on réfléchit beaucoup, on fait trop de séminaires, mais après, ça donne quoi? Moi, je crois que je suis très simpliste là-dessus. Alassane, moi, je ne fais pas d'illusions. Nos États, nos hommes politiques, ils ont leur éthique et tout, mais ils sont mûs par des logiques qui sont politiciennes. Quelle est la solution? Il n'y a pas d'impasse. La solution, la seule qui vaille, je dis et je répète, c'est des mouvements citoyens puissants et vigilants. Et ça suppose que le peuple soit éduqué. Et c'est malheureux parce que les partis politiques qui devaient faire ça n'ont pas fait, ni encore moins les syndicats. Je donne un exemple. L'immense débat qui a été mené sur la réforme des institutions, c'est un travail extraordinaire de Amadou Mokhtar Mbaye et de Amadou Mokhtar Mbow, je dis Mbaye, je pense à Moussa Mbaye. C'est extraordinaire. Le chef de l'État va réfléchir pour voir ce qu'il va sélectionner. C'est son problème. Et pendant ce temps, que font les citoyens? Aujourd'hui, je vais rêver de cadres dans tous les quartiers où par des débats, on va vulgariser des conclusions. À tel enseigne, quand Macky fera son choix, on verra. Si le choix est conforme au vote du peuple, on adhérerait. Le cas si ce n'est pas le cas, on prendra des mesures citoyennes pour de manière républicaine dire à M. le chef de l'État, prenez des engagements, pas pour votre pouvoir, et c'est le moment d'appliquer votre slogan qui me semble merveilleux, la patrie avant le parti. Par-delà les mots, il faut convertir ce slogan sur le terrain. Et ça commence par ça. L'effectivité du slogan. Et c'est les citoyens qui doivent l'amener à gérer ça de manière effective. Sinon, ils seront là, on reparlera. Il y a des gens qui disent, oui, ils sont là pour préparer le second mandat de Macky Sall. C'est même pas pudique.
cette question? Très bien, sur cette question, il a tellement raison, il parle en convaincu. Vous me permettrez, mon actualité du think tank que je préside a été hier un forum sur la réforme institutionnelle, repris d'ailleurs par votre groupe de presse. J'ai eu le professeur Abdoulaye de la CNRI, Moussa Mbaye, sur lequel vous avez fait, il était là. J'ai eu Babacar Gaye du PDS qui s'est prononcé intuitu personae, mais qui a été très puissant. Maudignan était là, je me suis félicité la présence d'Oziwa avec Awaba, de Mandiaye Gaye. Et effectivement, quand nous prenons nos moyens, quand un think tank comme le nôtre qui n'est pas partisan, nous nous sommes dit, parce qu'un premier forum a été fait avant, nous pensons qu'il est, comme vous l'avez dit, nécessaire qu'on organise le débat, qu'on sache et qu'on dise aux gens quel est le projet de constitution du professeur Mbow, quel en est l'essentiel en Wolof Mbotbi que le président ne doit pas toucher, et pourquoi pas le président, s'il écoute le débat, en quoi il peut l'enrichir pour qu'en fin de compte qu'on ait une constitution stable au niveau des standards, comme il l'a dit, des pays internationaux, pour que l'on avance dans notre pays et qu'on s'occupe des questions qu'Alassane a soulevées. La constitution, c'est fondamental. C'est fondamental. Les jeunes là, le droit qu'ils ont, le respect de la constitution d'abord, c'est de l'emploi aux jeunes. Oui, heureusement, je pense que c'est pas encore un droit constitutionnel, on n'a pas dit qu'ils ont... Oui, mais l'emploi des jeunes, il faut le donner. Vous avez soulevé beaucoup de points. Je parlais à un sage qui me disait l'Europe est piégée par la réflexion et l'Afrique dans le discours. Vous avez raison, tout est là, on a écrit. Moi, en toute modestie, quand j'ai écrit mon article, j'ai eu des amis, des consultants qui sont payés, tenez-vous bien, 800 000 francs jour. C'est mon prix de consultation en Paris quand on travaille. Ils savent que le travail que j'ai fait, c'est au moins 10 jours ouvrés. Qui m'ont dit, mais comment tu peux publier gratuitement ce travail scientifique que tu as fait avec des données que tu es allé payer? J'ai dit, parce qu'il faut, et parce que c'est ma conviction, je suis président de think tank, quand nous travaillons, ce n'est pas rémunéré. Et quand c'est mon domaine d'expertise, je sais comment cette mise en œuvre peut être faite, je sais comment créer 5000 emplois, je sais comment le Maroc y est arrivé avec sa caisse des dépôts et le Kazanichor, je sais ce qui se passe. Vous me donnez 2 minutes. J'ai travaillé dans une très grande entreprise mondiale pour mettre la qualité en place. Je sors d'une réunion. Mon chef de programme était en pleurs. Nous avons mis des milliards sur le projet. Il me dit, l'Allemagne va mettre c'est l'historique de cet article. L'Allemagne va mettre en production, l'Italie va mettre en production d'autres. Mohamed, nous allons nous planter. Je lui dis non. Je suis rentré, je suis chef de projet qualité. Je suis rentré dans mon bureau, j'ai pris mon stylo, j'ai griffonné. Qu'est-ce que je me suis dit? Parce que quand je travaille avec mes équipes, ils sont indiens. Ils ont un anglais, excusez-moi, mais merdique. Et à ce jour-là, j'ai dit Dakar est à 4 heures de moins de New Delhi. Nous avons une culture de travail plus établie avec la France. Nous sommes là, il y a les PCCI, ils nous connaissent. Nous avons l'expertise parce que nous avons l'ESP et nous avons l'Université Gaston Berger. Moi-même, je suis sortant de l'ESP en DUT. Nous avons tout. Nous avons le bon temps, nous avons les beaux hôtels, je dirais pas comme la ministre, des belles filles même, et nous sommes incapables d'aller prendre sur cette niche et sur ce marché-là des emplois qualifiés pour nos étudiants, des gens bien formés. Ça n'a pas de secret. Tu mets, Abdou Diouf a fait l'essentiel, le câble passe, la fibre optique est là, la connaissance est là, il faut juste du management et savoir comment aller prendre des marchés. Vous prendrez énormément de marchés indiens parce qu'il y a un filtre linguistique, et j'apprends même par des Marocains qui ont lu mon article en me disant mais tu ne parles pas de votre avantage comparatif en français. Mais nous ne savons pas parler français, on se débrouille. J'ai dit non mais c'est pas vrai. Quand j'ai été à Casablanca, je m'en suis rendu compte. Et ici, nous avons tout. 5000 emplois dans l'offshore, le système d'information. Et j'apprends par d'autres amis, il arrive que ces marchés que nous perdons parce que nous ne sommes pas mis sur cette voie-là soient sous-traités au Sénégal. C'est le comble, sous-traités au Sénégal, parce que nous avons l'expertise. Et des fois, quand tu parles à des gens qui sont dogmatiques, ils vous disent oui, nous sommes dans des niches plus importantes. Mais oui, ça c'est des gens touchy, qui sont forts, qui savent faire des trucs de 200 emplois. Moi, je parle des milliers d'emplois qu'on peut mettre en place dans ce pays-là et booster. Et ça, c'est mieux. Même si, voilà, 10 000 emplois de l'Agence nationale de sécurité, je pense qu'ils se sont fourvoyés, ils ne peuvent pas revenir derrière. Moi, je suis un think tanker, je ne suis pas politique, je ne vais pas demander une marque, mais c'était une catastrophe. C'est quand même 10 000 emplois, nous prenons, mais il y a des plans, des choses plus ambitieuses, plus élaborées, plus, je dirais pas intelligentes, parce que l'intelligence, quand elle est enrôlée de dogmatisme, elle sert à rien. Je suis capable qu'on me dise, tu t'es trompé, il y a des gens plus seniors que moi sur ce sujet. Mais je pense que si nous travaillons ensemble de toute l'expertise en système d'information, quand ce pays-là, voici
aussi des milliers d'emplois qu'on ne doit pas laisser passer. Et cette jeunesse-là, formée, le mérite. Monsieur Si, pourquoi ça ne marche pas? Mais je l'ai dit, parce que les ruptures fondamentales qu'on devait initier en 1960, on les a ratées. C'est pas les ruptures, non, même pas ça. Les ruptures, c'est l'État. L'État colonial ne peut pas faire le développement. L'État qui a vu le jour après les indépendances, je l'ai dit, c'est embourbé dans les eaux de la prédation. L'État, essoufflé par les barres, est un État, un non-État, parce qu'il se limite à l'administration. Il y a deux choses qui me semblent essentielles. Que les citoyens prennent l'initiative pour défendre leurs intérêts. Que l'État fasse un effort pour être moins politique, moins politicien, pour encourager les grands progrès. Je donne un exemple, j'ai terminé par là. Prenons le cas du plan pour le Sénégal émergent. Je ne sais pas ce qu'il va nous donner. On a eu l'information, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais il y a deux phénomènes qui posent problème à sa naissance. Déjà, on a un nouveau poste. Je ne sais pas ce qu'on va gagner, mais au moins on va d'abord élargir la taille du gouvernement, des dépenses. Deuxièmement, crise en perspective. Parce qu'on se demande ce nouveau ministre, est-ce un ministre, est-ce un vice-ministre, un vice-premier ministre ou est-ce un vice-président? Déjà, pour même la harmonie gouvernementale, on pense par ça. Est-ce que le chef de l'État aura assez de grandeur et de hauteur pour tout piloter dans l'intérêt des Sénégalais? C'est le plus grand mal qu'on peut souhaiter aux Sénégalais. Merci d'avoir été avec nous sur votre émission Réveil Ménage. Le temps que nous avons parti est terminé. Nous étions avec M. Mohamed Ly, président de iPod. De iPod, oui. iPod, un club 5-5. Et Alpha Amadou Si, qui est philosophe et écrivain. Son dernier livre, c'est Les élections présidentielles au Sénégal de mars 2012, le triomphe de la volonté populaire. Au micro, Alessandro Sambodio, partie technique Vincent Diop. Bon dimanche à tous.